Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bienvenue pour cette 3e soirée de la 4e saison de Girls Power, le cycle de rencontres autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, libraire au comptoir des mots et animatrice de Girls Power. Et je suis ce soir avec Maxime Fidèle qui a rejoint l'équipe de Choc du comptoir et qui s'occupe de notre rayon BD et qui a organisé cette soirée avec moi. Alors, on voulait faire cette soirée ensemble tous les deux, car c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Et votre BD à volonté, donc, publié par Descours, est arrivé à point nommé pour qu'on puisse justement organiser cette soirée autour d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Et on est aussi avec Gabrielle Dédier, autrice du livre « On ne n'est pas grosse » et qui a aussi réalisé le documentaire « On achève bien les gros ». Voilà, on va faire la soirée avec vous trois ce soir. Donc Gabrielle et Matou et Mademoiselle Caroline. Pour commencer, on se demandait d'où l'idée de raconter en BD une journée de grosse était venue. En fait, au début, on a eu l'idée de faire une BD à deux, toutes les deux. C'est ça c'était notre première idée en fait. Et donc après, il a fallu trouver une idée pour pouvoir faire notre première idée, c'est-à-dire de faire une BD à deux. Et donc, on s'est réunis dans des bars avec à manger. À l'époque où c'était possible encore. C'était possible. C'était possible. Ouais, voilà. C'était bien. C'était trop bien. Et On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Et en fait, c'était toujours ce sujet-là du rapport au corps et de la grossophobie qui revenait de nos discussions. Ouais, de nos discussions. Toujours, c'était vraiment le sujet principal. Et à un moment, on s'est dit, bon, laisse tomber, on va pas chercher autre chose. On avait d'autres idées. On avait d'autres idées plus Mon père avait l'histoire des collants, là. Tu sais, les collants, ça rend jamais bien. Ah oui. Ouais. Mais en fait, on avait plein d'idées. On revenait invariablement en train de se raconter des histoires de grosses. Ouais. Ce qui nous était arrivé. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça le sujet de notre livre. Ouais. Voilà, ça revient tellement tout le temps que je pense qu'on le maîtrise un peu. On s'est dit, on a de la matière pour en faire une BD. Voilà. Et si ça nous arrive, ça arrive à d'autres. Voilà. Moi, c'est mon fil conducteur, un album. Si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres, donc ça doit parler à d'autres. Et ça peut peut-être aider d'autres personnes. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, c'est pas mal. Ouais. En plus, c'est marrant parce que moi, je me disais exactement le contraire. C'est que ça m'arrive à moi, mais je suis peut-être tarée à croire qu'il n'y ait que moi qui vive ça, en fait. Donc c'est pour ça que je voulais pas en parler. C'est parce que je pensais vraiment que... Ah, moi, c'est exactement le contraire. Je fonctionne exactement... C'est marrant, on devrait faire un truc. On ira boire. On va s'amuser. On va beaucoup travailler. Le rapport au poids, à la grossophobie est assez vaste, assez complexe à aborder. Comment vous avez fait pour choisir justement de rassembler ça en une journée en particulier avec 2 personnages ? En fait, on voulait Tu voulais très bon ? Non, vas-y. On voulait témoigner un peu de tout ce qui s'est passé. Et au début, on a hésité entre 2 schémas. Soit de raconter, à la Fab Caro, un peu juste une planche, une blague. Enfin, une planche, une idée. Ouais. Et après, en fait, c'est plutôt Caro qui s'est dit « Oh non, il faut qu'on lit tout ça. Faut que ça soit dans une histoire globale. » Et donc après, on a rebossé. On a re-scénarisé pour que tout ce qu'on avait trouvé comme choses à dire, comme blagues, comme trucs moins drôles, comme toutes les réflexions qu'on avait notées, il fallait que ça rentre dans une journée. Et après, tout à la fin, on a fait les 2 premières pages du début, 4 premières pages, qui introduisent un peu le propos, qui disent qu'en fait c'est tout dans une journée pour pas que les gens se disent c'est pas possible, elles ont jamais eu ça, donc toute une vraie journée. Non, heureusement. En fait, voilà, heureusement. On a condensé parce que sinon... Voilà. Ouais, voilà. Mais moi, je pensais que ça aurait plus de poids si on faisait pas que des petits gags ou des petites idées, des petites aventures, parce qu'on peut feuilleter ça à la légère.
Si on arrive à faire un peu une histoire qui se déroule sur une journée, je pense que ça a un peu plus de poids. Ouais. Oui, ça c'était en fait une journée à l'échelle d'une vie. Voilà. Et c'est pas faux parce que souvent on a eu des retours comme ça en disant mais c'est vrai, vous avez déjà entendu ça et tout. Oui, tout est vrai. Alors, pour le coup, on n'a rien inventé. Ouais. Comment vous êtes organisé pour le travail, le dessin à deux mains sur toute la bande dessinée? J'ai commencé deux fois, c'est à toi. C'était, je sais pas, nous deux on n'a jamais douté du truc. Notre éditrice était un peu plus frileuse, vraiment on sentait qu'elle se demandait, etc. Puis même, tout le monde. Et en fait, je pense on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on pensait chacune que ça allait être très simple. Une commençait la planche et l'autre finissait, etc. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait, très facilement, curieusement. Donc on va dire que je commençais une planche, je faisais une planche ou deux ou trois, selon ce que Matou avait à faire à côté, et moi aussi. Donc on s'arrangeait comme ça en fait. Après, si Matou commençait trop de planches, c'est moi qui reprenais la main pour pas qu'il y ait plus de dessins ou de couleurs personnelles. Pour qu'il y ait un équilibre global. Voilà, pour pas qu'on se marche trop sur les pieds. Mais c'était génial. Moi, je sais que j'ai adoré recevoir ces planches parce que c'était comme un... Quand j'étais petite, il y avait des albums pour enfants de décors et on devait placer les personnages en décalco dessus. Et j'adorais faire ça. Et là, c'était ça. J'avais les décors, j'avais le personnage de Matou et moi, je complétais. Et je captais ses couleurs et tout. C'était pas mes couleurs, mais du coup, c'était vachement bien. Elle mettait trop de bleu, cette bécasse. Beaucoup de bleu. Mais c'était marrant, justement. Ça changeait, quoi. Ouais, moi, je trouvais ça... Enfin, en plus, on l'a fait pendant le confinement, en fait. La BD, elle a été dessinée intégralement pendant le confinement. Ça fait chic. On aurait dû écrire ça, tu sais, en sticker. Une BD survivante. Ouais, voilà. Et donc, c'était une ambiance particulière. C'était calme. Alors, en fait, Caro, elle a eu un confinement de rêve, parce qu'ils étaient dans leur chalet, au milieu de la montagne, dans un endroit juste magnifique, et ils avaient rien d'autre à faire que de travailler, manger, boire, en gros. Aller se balader dans la montagne. Ouais. Et moi, j'étais dans un confinement beaucoup plus complexe, chez mes parents. Avec Marie et enfant. Ouais, tout le monde rigole en disant bon courage. Et avec mes travaux, tout ça. Enfin bon. Et donc en fait moi c'était vraiment ma bulle. C'était vrai. Enfin quand les gens disent c'était ma bulle, mais c'était vraiment les moments agréables. C'était quand on recevait un WeTransfer en disant voici des planches à toi. C'était Noël, tu sais. Ouais, c'était ça. Et on recevait les planches. Et c'était assez cool parce qu'on avait. Enfin, Alix, notre éditrice, elle nous a pas mis de pression. On avait une deadline, on avait le confinement pour le faire. On n'était pas trop on n'était pas pressés, puis c'était assez agréable. Donc c'était vraiment. On a eu aucun souci, mais aucun souci. Ouais. Mais c'est dingue en fait, vraiment. Ouais, on a eu aucun problème. C'était facile, je trouve. C'était plus facile parce qu'on avait moins de taf à faire. Et des fois, on n'a pas envie de s'y mettre sur la planche, il faut tout recréer et tout. Et en fait, des fois, l'autre dit c'est pas grave, moi je vais le faire. Et donc, de fait, c'était hyper simple des fois, parce que tu avais juste à reposer ton personnage. Ouais. Enfin, tout était... Quand on est tout seul, on prend souvent d'autres travails à côté pour vivre, puisque la BD ne fait pas vivre. Quoi? Et non. Et donc, on a la BD à faire, plus les commandes et c'est souvent un stress pas possible, un bordel innommable dans sa vie. Sauf que là, moi, quand ça m'arrivait, je disais à Matou, tu peux avancer 2-3 pages, s'il te plaît, parce que là, je dois rendre ça, et inversement. Et c'était ça nous a trop aidé. On devrait faire ça tout le temps. En fait. Ouais, on devrait toujours faire des BD à deux. Et par contre, il faudrait demander 10% à chaque personne. Coucou, Delco. Voilà. mais oui, je pense que c'est ça aussi qui a été vachement bien, c'est qu'on n'a pas eu de temps, que j'ai pas eu l'impression d'être dépassée par le reste et tout. Ouais, c'est vrai que c'est ça en fait. C'est trop intelligent. Et toi, Gabrielle, tu as écrit la préface de cette BD. Est-ce que tu avais suivi le projet en amont ou est-ce que tu l'as découvert à la fin? Comment ça s'est fait? Non, je l'ai pas découvert à la fin. En fait, j'avais déjà rencontré Matou. Ça faisait quoi? Déjà 2 ans qu'on s'écrivait, qu'on s'était rencontrés quand elle venait à Paris faire des dédicaces. Et donc, on s'entendait bien et elle me parle du projet qu'elle a avec Caroline.
Et en fait, elle me demande si ça m'embêterait pas d'écrire la préface. Et moi, je lui dis, ah ben, il n'y a pas de problème. Et elle m'a dit, mais non, tu l'as pas encore lu, la BD. Et du coup, moi, j'étais plutôt confiante. Et donc, elles m'ont fait suivre le process. J'ai eu régulièrement des textes à trous. Enfin, j'ai eu régulièrement leur WeTransfer avec des trous. C'est vrai. Mais honnêtement, j'ai écrit ma préface le jour de la deadline. Donc, non, désolée dès le cours. et voilà. Mais ouais, non, j'ai suivi et on se faisait des retours. On en parlait. De toute façon, on avait le temps de parler pendant le confinement. Donc, c'est clair. Donc voilà, donc on s'est parlé et donc, moi, j'étais à fond tout de suite, quoi. C'est juste que j'ai attendu la fin parce qu'elle voulait absolument que j'attende la fin, mais je leur faisais confiance. Ouais, pour moi, tu signes pas une préface d'un livre sur lequel tu n'es pas d'accord. Je voulais être sûre que tu sois d'accord. Oui, mais c'est parce que je dis... C'est parce que je réfléchis pas toujours, en fait. Oui, non. Je dis oui spontanément. Non, mais moi, j'aurais dit oui pareil si tu m'avais demandé. D'ailleurs, t'as intérêt à me le demander pour ton prochain livre, peut-être. Ah, Caro. Moi, je fais les dessins, en fait. Ah, ok. Ah, bah super, bravo, merci. Et je sais plus ce que je voulais te dire avec mes blagues, là. Non, mais c'était marrant d'écrire une préface. C'était ma première. Donc voilà. Et honnêtement, je savais pas quoi faire. Enfin... Je me suis mise à me dire, mais est-ce que je lis les préfaces des livres en vrai, quoi? Et évidemment, pas vrai. Mais je vous invite à lire la mienne. Et voilà, mais non, mais ça m'a un peu stressée à un moment, en fait, de me dire, je vais écrire une préface, ça fait très sérieux de... Ah bah oui. Voilà, ah oui. Et comme moi, j'ai tendance à pas prendre grand-chose au sérieux, c'était un peu... ouais, quand même, je vais raconter des trucs ou pas. Et en fait, heureusement qu'il y avait le dernier jour de la dernière heure où il fallait rendre. Et enfin là, je l'ai écrit en 2 heures et c'était bouclé, quoi. Dans votre bande dessinée, il y a un passage où vous allez dans une galerie d'art et il y a un petit garçon qui, en voyant les tableaux, dit, je cite, « Mais maman, pourquoi elles sont toutes grosses les dames sur les tableaux? C'est moche ». Et aussi les réflexions entendues dans l'enfance qu'on voit dans votre livre, Gabriel. Est-ce que justement l'éducation serait peut-être ou pas une des racines à laquelle s'attaquer pour changer les mentalités? Ah bah alors je peux répondre tout de suite parce que mardi j'étais dans le 9e côté Galerie Lafayette. Et donc je vais chez Emma pour acheter des conneries. Comme tout le monde, quand les gens vont chez Emma. Et voilà, et en fait il y avait une maman avec sa petite fille qui devait avoir 5 ou 6 ans qui lui a demandé, il y avait déjà les chocolats de Noël en fait chez Emma. Ah non, me dis pas ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ok, vas-y, finis. Et donc la maman, la petite fille demande à sa maman des chocolats de Noël et la maman qui était très grande, très blonde, très élancée, très mince, a dit, t'as vraiment envie de lui ressembler? Et donc sa petite fille a dit non. Et donc voilà. Donc la dernière fois que c'est arrivé, donc c'était mardi soir. Et donc l'éducation, effectivement, c'est bien. Enfin là, ça montre bien que c'est pas gagné. Hein. T'as répondu? Non, j'ai pas répondu en fait. Vraiment non, j'ai pas répondu et en plus j'aime pas répondre quand il y a des enfants. Ouais. Parce que que tu vas être la grosse méchante en plus, tu vois. Ouais, parce qu'en fait. Ouais. Ouais, non, mais pas. Non, en vrai, pas parce que j'ai peur d'être la grosse méchante, c'est que j'ai peur de mettre l'enfant mal à l'aise avec son parent, en fait. Ouais. Et moi, je sais que j'ai pu me retrouver des fois dans des situations où mon père disait des conneries à des gens et je le vivais pas très bien. Ouais. C'est vrai. Et du coup, j'aurais pas voulu infliger ça à un moment, en fait. Ouais. Parce qu'elle était vraiment petite. Enfin, si elle avait eu 15 ans, je sais pas, mais elle devait avoir 5-6 ans, la petite. Quoi. Donc, j'ai pas voulu intervenir et puis, de toute façon, elle va l'élever quand même comme ça, quoi. Donc, c'est mort, quoi. Donc, que j'intervienne une fois, elle m'entendra pas, la dame. Donc c'est pas grave, mais c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, en fait, qu'on en parle à l'école, qu'on en parle dans des endroits comme ça, qu'on diffuse des œuvres où on en parle. C'est en ça que c'est important, en fait, de donner de la parole et de laisser aussi les personnes grosses et différentes en général occuper l'espace.
J'ai cassé l'ambiance. Non, mais en plus, c'est ce que vous... C'est ce qui est évoqué justement dans On n'est pas grosse, c'est aussi un problème de visibilité. Ouais. Parce que si j'ai bien en tête, c'est 10 millions de Français aujourd'hui. Et justement, tu poses la question dans le texte plusieurs fois en disant « Mais en fait, elles sont où ces personnes ?» Parce qu'on ne les voit pas. C'est ça. C'est en fait, les personnes... si on compte les personnes en surpoids plus les personnes obèses, on est à 40% de la population. Et les personnes obèses, en tout, c'est 17% de la population. Donc ça fait presque 10 millions de la population. Et effectivement, où est-ce qu'elles sont les mauvais esprits répondront au McDo. Et et en vrai, ils sont où? Ils sont chez eux, ils sont en périphérie, ils sont pas dans les centres-villes parce qu'il n'y a pas de boulot pour eux. En fait, ils sont pas dans le métro, ils sont dans le RER, ils sont pas dans les grandes villes, ils sont plutôt en campagne. Ils sont exactement dans les mêmes villes où il y a un taux d'alcoolisme qui est fort et un taux de dépression qui est fort. Ils sont dans les endroits où les gens sont les plus pauvres, en fait. Donc la réalité, c'est où sont les gros, ils sont là où il y a des pauvres. Comment on sait ça? Comment on peut savoir ces informations-là? C'est les informations de la sécurité sociale. En fait, il y a des statistiques globales sur le nombre de personnes par département qui sont en surpoids. Et il se trouve que comme on a aussi les statistiques de l'alcoolisme, de la dépression et des revenus, en fait, toutes ces cartes, elles se superposent parfaitement, en fait. Donc c'est comme ça qu'on sait ça. On sait aussi que les personnes grosses font moins d'études supérieures que les personnes non grosses, ce qui fait qu'elles n'ont pas accès à des jobs cadres qui font qu'elles pourraient vivre dans des centres-villes, en fait. On parlait des œuvres justement qui peuvent aider à donner de la visibilité, faire passer, donner la parole aussi déjà aux concernés. C'est quoi justement? Est-ce que c'est le rôle de la... Quel est le rôle que la fiction peut jouer justement dans cette optique-là, dans notre rapport au corps et au poids, que ce soit les romans, mais aussi les séries? Vous voulez Vas-y. En fait, moi je pense que le rôle de la fiction dans tout ça, en fait, c'est de casser les stéréotypes. C'est d'arrêter avec, que ce soit en livre, en bande dessinée ou en film d'animation, c'est d'arrêter avec le gros qui est un peu stupide et bêta. C'est arrêter avec la personne qui est toute mince, qui est toute fraîche, qui est toute pleine de peps et plus maligne et qui s'en sort mieux. C'est juste montrer les gens dans leur diversité. Moi, je dis souvent, quand on me parle, parfois il y a des gens qui me parlent de la communauté grosse ou je ne sais quoi, et je leur dis, mais il n'y a pas de communauté grosse. À partir du moment où on a 10 millions de personnes qui sont... 10 millions, c'est pas une communauté, c'est la société, en fait. Et donc, il n'y a pas de communauté grosse, et on n'est pas un monolithe, en fait. On est différents, et du coup, il y a des gros qui sont bêtes, et qui font pas grand-chose, et qui sont là, et en fait, il y a aussi des gros qui sont comme ça, qui courent partout, en fait, on peut pas attribuer ce stéréotype du gros un peu paresseux ou de la grosse qui est plutôt cochonne parce qu'elle aurait tous les vices pour compenser son physique. Donc voilà, en fait, pour moi, le rôle de la fiction, de la narration, c'est de faire des gros, des personnes en fait lambda en réalité, quoi. Ni meilleur ni pire. En fait, c'est de pas essentialiser tout simplement. En fait, je pense que c'est en ça qu'il y a un enjeu, c'est ne pas essentialiser la personne grosse. Il n'y en a pas vraiment en fait. Quand tu vois déjà Friends, tu vois où Friends c'est vieux, mais même dans les récents, il n'y en a pas vraiment, tu vois. De personnages gros. Ouais. Non. Hein. Il n'y en a aucun. Mais nous, je sais que, quand il y a eu le casting du téléfilm Moi Grosse, qui a été adapté de mon livre, ça a été hyper difficile de trouver des comédiennes qui étaient grosses, en fait, des comédiennes de cinéma. Ça a été super compliqué de faire le casting, parce que il y a aussi cette autocensure de la personne grosse qui sait que de toute façon, je
je veux bien faire le cours Florent ou je ne sais quoi, mais ça va être quoi mon rôle en fait. Et donc ces questions de visibilité, elles sont vraiment importantes parce que si on montre pas que c'est possible, en fait, on n'en verra jamais parce que les gens, ils découvrent, en fait, ils se rendent pas compte, et c'est normal qu'ils se rendent pas compte qu'il y a autant de personnes qui sont grosses, vu qu'ils ne savent pas qu'elles existent, entre guillemets. Enfin, on a des statistiques, mais des statistiques c'est bien, mais sur les bancs de l'amphi, on voit pas de gros. Dans les facs, on voit pas de gros. En ville, on voit pas de gros. Je sais pas, on voit pas de gros chez Sephora, on voit pas de gros dans plein d'endroits en fait. Et donc ouais, toutes ces questions elles se posent pour que on inclut les gens et que deux, ces personnes-là, celles qui seraient dans l'autocensure, ne le soient plus. Dans vos 2 livres, on a aussi ressenti pas mal de stigmatisation négative à propos des personnes grosses. Mais on voit aussi, notamment dans votre livre, lors d'une soirée, une stigmatisation plus sous des abords plus bienveillants, où les personnes qui ont les meilleures intentions du monde essayent de vouloir vous aider, de vous conseiller, et qui finalement se retrouvent plus à vous juger, voire à vous culpabiliser. Est-ce qu'il y a des outils en fait pour aider les proches à repérer ces mécanismes de la grossophobie ? Je pense qu'il n'y a pas d'outils en fait, parce que il faut juste être bienveillant en fait, rester dans le. Oui, mais oui, ils pensent qu'ils sont bienveillants en te disant des choses pareilles. Non, ça, je pense. En fait, il faut leur dire. Pas bienveillant, ils pensent juste être gentils avec toi. Ils veulent te faire du bien. D'accord. Ouais, mais c'est ça. En fait, il faut avoir la force de leur dire que là, ils se trompent, quoi. Que, ok, je veux bien qu'on me dise que j'ai un joli visage, mais il y a un moment, ça va me fatiguer, en fait. Et donc après, moi, je pense qu'il faut savoir poser la limite aussi et dire aux gens que, oui, ok, je reçois ce que tu dis et que c'est merci de me dire que je suis jolie, je sais pas. Mais que c'est quand même, c'est maladroit. Je pense qu'il faut pas non plus rentrer direct en confrontation, mais je pense que c'est toujours bien de poser les choses mais comme, moi j'ai repris une copine il y a 2 ans qui disait putain, c'est dimanche, j'ai bouffé comme une grosse. Non quoi, non. Alors je t'explique. T'as bouffé, ouais, ok. T'as pas su t'arrêter, ok. T'as peut-être bouffé comme un ogre. C'est un peu la définition quoi de l'ogre. T'as pas bouffé comme une grosse, quoi. Tu me dis pas ça. Et elle m'a dit, je m'en étais pas rendu compte parce que c'est quelque chose qu'on dit. Qu'on dit couramment en fait et donc voilà, mais je pense qu'il faut savoir dire, il faut apprendre en tout cas à oser dire les choses parce que quand les gens ils sont habitués et que personne leur pose jamais les limites et qu'on n'entend personne en poser, ils restent dans leur habitude en fait, donc voilà. Mais après je pense que on peut faire ça et de façon très cool, et puis si ça se refait, on dit waouh, stop, vraiment quoi. Moi, ce que je fais quand je reçois ce genre de truc maintenant, parce que maintenant c'est plus facile effectivement qu'on en parle, qu'on a fait le livre et tout, c'est que j'essaie de leur faire comprendre qu'avec ce genre de phrases, ils sous-entendent qu'être grosse est moins bien qu'être mince ou dans la norme. Et ça, c'est ça qui me gêne en fait. C'est qu'ils pensent qu'à cause de mon corps, je vaux moins qu'une mince ou un mince, ou voilà. C'est ça qui m'énerve, et c'est ça que je les reprends là-dessus en fait. Qui disent que j'ai un joli visage ou que j'ai de la chance parce que j'ai des gros nichons, ok, super. Mais pourquoi ce serait mieux d'avoir des gros nichons, ou pourquoi, par rapport à qui, par rapport aux nichons d'une mince, par rapport... c'est ça qui m'embête en fait, parce que oui, on est gros, c'est pas un gros mot, on peut le dire, parce que tout le monde dit ronde, appétissante, gna gna gna, non, ça va, tu tournes autour du pot, on est hors norme, on est grosse, et c'est pas grave, c'est comme ça, comme toi tu es mince, comme toi tu es maigre, comme toi tu es blond, tu es rousse, voilà. Et c'est là-dessus moi que je les reprends.
Ouais, moi je sais pas. Enfin, sur les réseaux sociaux, moi je réponds personne, j'envoie des cœurs en disant. Ah non, sur les réseaux sociaux, je réponds pas par contre. Ah bah non, je parlais des gens de la vraie vie, quoi. Ouais, tes amis. Ouais, mais mes amis, ils me disent plus rien. Enfin, ils me disent plus rien sur ce sujet parce qu'effectivement, je crois que je les ai éduqués en fait. C'est pour ça qu'en fait, je sais pas répondre à cette question parce que j'ai l'impression de les avoir éduqués. Par contre, sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'éduquer les gens. Ah non, mais c'est pas ton rôle, hein. Ouais, non. Tu fais des albums pour ça. Bah c'est ça, quoi. Et puis, enfin. Non, enfin moi je réponds pas en fait. Je sais, mais moi je réponds trop de fait. Alors, Ouais. tu vois, parce que les gens, tu les as vus. Enfin, je sais pas, les réponses aux commentaires, c'est quand même. Mais je comprends pas. Vous êtes quand même jolie. Vous êtes quand même pas si grosse. Je dis mais par rapport à qui, par rapport à quoi? C'est un peu ce que tu dis quoi. Et là ça, je fais ok. Ben, là je réponds pas. Moi j'ai pas la patience. Ouais, La patience. Ne pas se justifier, ne pas s'expliquer. Ah putain, je fais trop ça. Ne pas s'excuser. Ouais, il faut que je les écrive. Oui. Redis-le. Ne pas se justifier, ne pas s'expliquer, ne pas Excuser. Se justifier. Qui a écrit ça? C'est mon psy qui me dit ça. Caroline, vous irez beaucoup mieux. Je vais l'écrire. Mais c'est génial, ouais. Parce que tu te rends compte que tu le fais systématiquement. Bah ouais, carrément. Elle m'a carré tout le temps. Tout le temps. Bah, tu t'excuses d'être là. Oui, voilà. Ouais, oui. C'est un peu mon problème. Voilà. Je crois que c'est un problème qui est partagé par beaucoup de femmes, bizarrement. Gros, pas gros, ouais. Oui, ça c'est très... Le point commun, je pense que ça peut être ça. Ouais, c'est vrai. Du côté de la santé, j'ai l'impression qu'il y a un peu un double discours. D'un côté, j'allais dire soi-disant, mais oui, c'est un peu ça. Soi-disant, c'est extrêmement dangereux d'être en surpoids, il y a des vraies conséquences. De l'autre, ce que les professionnels de santé mettent en place, c'est quand même très discutable. Et il y a toute une industrie autour de ça. Et je me dis que finalement, en fait, ils bénéficient aussi de ce mal-être. Ah bah, de toute façon, je pense que les médecins de la télé qui font maigrir les gens sont les principaux bénéficiaires de tout ça. Mais et l'industrie du régime en général et compagnie. Après, évidemment qu'il y a des discours sur la santé parce que l'obésité, ça reste quelque chose qui est de l'ordre du syndrome métabolique et qui fait que statistiquement, on a plus de risques de développer avec l'âge certaines pathologies. Ça reste une statistique et il se trouve que on se rend compte de plus en plus que ces statistiques qui nous disent qu'on peut développer certaines pathologies, elles se superposent avec en fait les statistiques de la sédentarité. Donc en fait, on aurait peut-être quelque chose de biaisé par rapport aux réelles conséquences. Mais évidemment, on ne peut pas dire que l'obésité, ça n'entraîne pas chez certaines personnes et dans des proportions qui sont données scientifiquement, des surrisques de développer avec l'âge des diabètes ou des hypertensions. Ça, c'est quelque chose qui existe. Après, prendre comme principe que si on est gros, on a ces pathologies et que du coup, on est aussi, je sais pas sédentaire. Enfin, la personne grosse, en fait, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des monolithes. Et donc, il y a des personnes grosses qui n'ont aucun problème pour se déplacer. Il y a des personnes grosses pour qui, avec un même poids, c'est super difficile de se mouvoir. Donc en fait, il y a toute cette complexité qui est à prendre en compte et qu'on prend pour l'instant très mal en compte. Et par ailleurs, en fait, on est un peu les échecs de la médecine. On continue à nous prescrire des choses pour maigrir dont on sait que les conséquences sont mauvaises. Les régimes, on sait depuis 20 ans qu'une diète, c'est 95% d'échecs. On continue d'en prescrire, sauf que si demain on met un médicament sur le marché et qu'il a 95% de taux d'échec, on le retire on le mettra jamais sur le marché en fait. Et on continue de prescrire des choses comme ça et du coup on se retrouve en fait avec des gens qui culpabilisent d'être incapables de garder des poids stables alors que c'est impossible en fait à partir du moment où on a été dans une diète et que aujourd'hui, on sait qu'il faut que les approches elles soient multifactorielles, qu'elles soient de l'ordre environnemental, sociétal, mais aussi économique en fait. Parce que tout à l'heure, quand je parlais des chiffres de la pauvreté, on sait que chez les gens qui touchent le RSA, on est à 33% de taux d'obésité, alors que chez les gens qui gagnent 4 000 € et plus, on est à 7% de taux d'obésité. Un smicard, c'est 26% de taux d'obésité chez les smicards.
Et donc voilà, en fait, à partir du moment où on a décidé qu'il y aurait 2 facteurs qui sont le poids, manger moins et bouger plus, ce qui est mécanique et logique, évidemment, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que si on s'occupe que de 2 paramètres alors que c'est une multitude de paramètres qui ont fait que la personne est devenue grosse, et ben en fait on reviendra toujours au même endroit en fait. Et effectivement, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a y gagné à part la personne grosse de perdre du poids, parce que c'est vraiment un business qui est juste affolant. Et en plus, alors aujourd'hui, avec tout le business de coach, développement, le développement personnel pour arrêter le sucre et le développement machin pour faire ceci, et toutes ces idées que, des gens qui sont même pas compétents sur ces sujets-là, mais parce qu'ils ont 100 000 followers, vont vous mettre dans la tête. Tout ça, en fait, ça juste ça contribue à stigmatiser le gros, parce que on lui dit, attends, avec tout ce que t'as comme outil, t'en as encore là en fait. Et du coup, le gros il est dans la culpabilité parce que il comprend pas lui pourquoi il est toujours comme ça. Sauf que ces statistiques elles disent que il est comme ça parce qu'il a fait un jour un premier régime en fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question en vrai. Non, en fait, c'est cette impression d'être en constant échec qu'on a tout le temps en fait. Et c'est normal parce qu'en fait ce n'est pas possible de ne pas l'être. Donc en plus, actuellement, les professionnels de santé, ils ont vraiment un rôle à jouer parce qu'ils sont considérés comme une forme d'autorité. Et pourtant, c'est pas du tout une science exacte. Et c'est ce que tu racontes par rapport à l'IMC, entre autres, que ça a été détourné de l'idée de sa création n'est plus du tout celle qui est, comment il est utilisé aujourd'hui, quoi. Tout à fait. L'IMC, la création de l'IMC, ça a été créé par des assureurs pour mesurer la population. C'est juste un outil statistique. C'est pour ça que je parle beaucoup de statistiques. À l'origine, c'est un outil statistique qui permettait de calculer, donc, de faire une photographie de la population et de calculer des primes et des surprimes d'assurance en fonction du poids, de la taille, etc. C'est devenu un outil utilisé par les médecins. Et là, en fait, récemment, j'ai lu qu'au Québec, les médecins commencent à se détourner de cette notion d'IMC. Et d'ailleurs, sur l'IMC, c'est assez problématique parce qu'en fait, 2 personnes avec un IMC équivalent, si elles n'ont pas la même masse musculaire, physiquement, ça n'a rien à voir. En fait, si on prend l'IMC, tous les athlètes sont en surpoids ou obèses. En fait. Et donc le calcul de l'IMC, ça dit bien qu'il y a quelque chose qui est pas très net. Et donc là, j'ai vu que les médecins québécois commencent à dire en fait, on va prendre d'autres mesures que l'IMC. Il y a des mesures qui peuvent être intéressantes, c'est notamment la mesure du tour de ventre, en fait, qui est, on sait que la masse qu'on peut avoir sur le ventre, en fait, elle peut aggraver les problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est quelque chose qui est plus juste, en fait, calculer un tour de ventre. C'est plus juste que se référer à un IMC. Mais oui, c'est totalement dévoyé. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est tellement facile de calculer son IMC. On tape IMC. Et en plus, tous les calculateurs, parce que, évidemment, tous ceux qui sont dans l'industrie du régime, ils payent des méga pubs pour être en premier sur Google. Vous tapez calcul IMC, le premier truc sur lequel vous tombez, c'est tous les abrutis qui vous vendent des régimes, en fait. Et du coup, ça vous dit tout de suite si vous êtes en sous-poids, en surpoids, obèse. Et puis après, ça vous propose, ça propose ces produits, quoi. Mais ça a été quand même plus fort avec le Covid aussi dans ces derniers mois, là, au niveau des problèmes de santé. On est quand même passé pour des... tout le monde a eu peur d'être gros, quoi. Et ça marchait vachement sur la peur. Et je trouve... moi, par exemple, mon père qui a 66 ans et qui est immunodépressif m'a dit le 2e jour du confinement, je lui ai dit je vais sortir à ta place parce que c'est moi qui vais faire les courses, puisque c'est plutôt les plus jeunes qui vont en sortir. Puis il m'a dit non, parce que toi tu risques plus de mourir que moi plus vite, quoi, vu que toi t'es grosse, que t'es obèse. Bon, après on dépasse au-delà du fait que c'est mon père et que c'est quand même insultant.
C'est vraiment bien, ouais. Je trouve qu'on a vécu 3 mois. Moi, j'ai vécu 3 mois dans une espèce d'angoisse que j'ai... déjà de stigmatisation d'être là, qu'à cause de nous. En plus, j'ai l'impression qu'en plus c'était à cause de nous, tu vois. Il y avait un moment, il y avait un peu ça. Mais en fait, le problème qu'on a eu avec le Covid, c'est que toute la grossophobie qu'on connaît, nous, du quotidien, en fait, elle était concentrée par tous ces gens qui étaient d'un coup chez eux et qui étaient en train de paniquer. Ouais, non, mais d'être dans la monstration de... Et moi, je vais être performant même pendant mon confinement. Et ma performance, ça va être de ne surtout pas être grosse. Ouais. Et à partir du moment où c'est de l'ordre de la performance, on est dans ce truc de grossophobie. Et par ailleurs, par rapport au Covid, en fait, la France... en France, en fait, donc on nous a donné les statistiques des personnes qui sont mortes pendant le Covid. Et effectivement, dans ces statistiques, on nous parle beaucoup des 83% de personnes mortes qui étaient en surpoids ou obèses. Et sauf que ce qu'on oublie de nous dire, c'est que c'est une anomalie statistique. Au Québec, par exemple, le taux d'obésité est de 26%. En France, il est de 17%. Au Québec, le taux de mort du Covid qui était obèse ou en surpoids était de 40%. Donc 26% dans la population, mais 40% chez les morts du Covid. En France, le taux d'obésité, c'est 17%, mais les morts du Covid qui étaient gros, c'était 83%. Et donc, on a vraiment une anomalie statistique à ce niveau-là. Et l'anomalie, il n'y a personne qui se penche dessus et je trouve ça assez aberrant. Mais moi, je l'explique par le fait que les gros en France sont en moins bonne santé parce qu'ils ont fui les cabinets médicaux, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Et la deuxième chose, c'est que on s'est rendu compte que tous les respirateurs n'étaient pas adaptés aux personnes en surpoids. Et donc, du coup, on leur met pas le respirateur, quoi. Et donc, elles meurent. C'est aussi bête que ça. Non, mais ça a été contesté, le fait que l'obésité n'est plus un cas de comorbidité du Covid depuis le 31 août, là. Oui, mais je crois que c'était pour les faire retourner au travail. Attends, moi j'ai balancé ça à mon père, moi, j'étais trop fière. Oui, mais en vrai, c'est pas l'obésité. En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'on met sur l'obésité les pathologies associées à l'obésité. Ouais. Et donc, effectivement, les personnes diabétiques, par exemple, elles sont... Oui, mais tous les gens gros ne sont pas diabétiques. Exactement, ça fait partie des choses qu'il faut sortir de la tête des gens, en fait. C'est ça. Ouais. Parce que, tu vois, typiquement, il y a 10 millions d'obèses en France, il y a 3 millions de diabétiques et tous les diabétiques sont pas obèses. Bah oui, voilà. Donc, de fait, logiquement, oui, tous les gros ne sont pas diabétiques. Mais ça m'avait échappé, là, pour le 31 août. Non, parce que je t'avoue que moi, j'ai suivi ça de près. J'avoue, ça m'a échappé. Non, je te ressortirais, peut-être que c'était vraiment une blague. Hein. Non, mais c'était pas une blague. Je pense que je te ressortirais. Je te crois. Aussi, on a évoqué ce lien tout à l'heure, et c'est vrai que ça saute assez vite aux yeux en lisant vos livres respectifs, et même en faisant attention à notre environnement, à tous les messages qu'on reçoit. Mais pourquoi la grossophobie est surtout un problème de femmes ? Parce que l'apparence, c'est un problème de femme. Les hommes ont moins de soucis. Un homme gros a moins de soucis... du coup, je vais faire ma relou avec mes stats ou... Allez, balance une stat. Je suis désolée. En plus, j'aime pas les gens qui donnent des stats tout le temps, quoi. Mais on va t'appeler stat. J'ai l'impression. Gabi stat. Un cours magistral, mais le taux d'obésité homme-femme, il est quasiment équivalent. Pour une fois, on est sur une parité, quoi. C'est cool. En revanche, sur la table d'opération pour se faire couper l'estomac pour maigrir, c'est 80% de femmes. Donc si on était dans une société vraiment paritaire, il y aurait autant de mecs que de nanas qui décideraient de se faire opérer. Sauf que 80% des opérés sont des femmes, et donc pour moi, ça veut tout dire, en fait. C'est ça fait que valider le fait qu'on sait qu'il y a des injonctions particulières qui existent sur le corps des femmes, et le corps gros, c'est juste un effet loupe de toutes les injonctions qui sont faites sur le corps des femmes, en fait. C'est rien d'autre. C'est juste que sur moi, ça se voit, en fait, toutes les injonctions, tout ce à quoi je ne corresponds pas, ça se voit plus vite, en fait, et voilà. Et donc, à partir du moment où
c'est une question qui oppresse particulièrement les femmes, et ben, effectivement, ça devient un enjeu féministe en réalité. Et enfin, moi, c'est pour ça que j'avais mis le titre de mon livre au féminin. C'était parce que cette question de surreprésentation des femmes dans les opérations de chirurgie bariatrique, dans les régimes en général, ça vient de là. Et on a aussi la statistique de l'emploi qui nous dit qu'une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme obèse est 3 fois moins employable qu'un homme qui ne l'est pas. Donc dans les deux cas, on est discriminé. On n'est pas discriminé à la même hauteur. Et la deuxième statistique du travail, c'est que quand l'homme obèse est employé, il évolue normalement dans l'entreprise dans laquelle il est embauché. Enfin, une fois qu'il est embauché, ça va. La femme obèse a un plafond de verre qui est plus bas que la femme obèse embauchée. Donc déjà, il a fallu 8 fois moins de chance après elle a réussi à avoir son job. Son plafond de verre est plus bas que celui de la femme qui n'est pas grosse dans l'entreprise. Donc en fait, rien que cette question-là la grossophobie et le genre, pour moi, les deux sont complètement liés. À la lecture de votre BD, on se rend compte que les réflexions insidieuses proviennent de plein de sources différentes au niveau des médias comme la télévision ou aussi de l'espace privé avec les proches. Dès lors, comment on peut lutter, comment on peut reprendre en contrôle sur ces injonctions? Alors moi clairement c'est venu de ma mère et de ma grand-mère qui m'ont mis en tête depuis toute petite que j'étais trop grosse. Ma mère a toujours été mince et je l'ai toujours vue au régime, donc arrivée à 11 ans je me suis dit bon c'est à moi maintenant, je vais faire un régime. Et ma grand-mère m'a toujours dit que je finirais comme un de mes oncles qui était plutôt bien portant, etc. Et puis qui prenait un malin plaisir à me faire essayer des vêtements qu'elle savait pertinemment trop petits, sauf que moi j'étais petite et je me rendais pas compte que je devais avoir 6 ans, elle me faisait essayer du 4 ans, quoi. Donc voilà. Enfin, bon, plus plein d'anecdotes. Donc, à mon échelle, quand j'étais petite, franchement, je vois pas ce que j'aurais pu faire. C'est là où on rejoint le problème de l'éducation, parce que moi, c'est venu uniquement de là. Quand on est un enfant, je pense que si on vous dit rien, vous voyez un gros, vous voyez un handicapé, vous voyez je ne sais pas, vous faites pas la différence, c'est quelqu'un, quoi. Si on vous met dans la tête que cette personne grosse est anormal et moins bien que nous, et bien forcément vous pensez pareil, ça vient de vos parents, c'est eux qui vous éduquent. Donc moi franchement si c'est un enfant qui reçoit ce genre d'injonction, je vois pas ce qu'il peut faire. Et on en a d'ailleurs la preuve toutes les deux, toutes les trois. Enfin, je veux dire, moi je serais pas grosse si j'avais pas eu les parents que j'ai eu, quoi. J'en suis. Après peut-être que c'est peut-être trop de responsabilité sur mes parents aussi d'un côté. Des fois je me dis ça, mais quelque part, moi je suis grosse parce que mes parents m'ont dit que j'avais mes parents scientifiques qui aimaient bien expliquer les choses aussi en disant t'as les gènes de ta mère, donc malheureusement tu seras grosse, on n'y peut rien, bon courage dans ta vie, quoi, c'est con, mais voilà. Et après, quand j'ai eu un mec qui m'a largué, il m'a dit ma mère m'a dit médecin m'a dit ce serait bien que tu fasses un petit régime aussi, donc voilà, moi j'ai enfilé les régimes et moi je les faisais avec ma mère. Et donc de fait moi je pense que tout le monde, là on parle de notre propre expérience, mais tout le monde a une expérience similaire en fait. Personne n'a fait un régime de soi-même. Enfin, moi le premier régime n'est pas, on se lève pas un matin en disant quelle bonne idée, quoi. Personne. Enfin moi c'est toujours un message de quelqu'un qui va se dire. Et puis moi quand je commence un régime, je me persuade pendant des jours et des jours que ça va être la meilleure méthode, que ça va être tellement bien dans 4 mois quand je vais pouvoir leur dire allez vous faire tous foutre, regardez j'ai perdu 10 kilos, c'est trop bien. Et enfin je suis dans cette espèce de fantasme. Et puis je commence, puis j'ai faim, puis je suis chiante parce que j'ai faim. Et puis je suis vraiment pas bien. Et puis j'engueule tout le monde en disant de toute façon tu voulais que je fasse un régime, je fais régime, alors c'est bon, laisse-moi tranquille, laisse-moi bouffer mon truc. Enfin parce qu'en fait quand je fais un régime, moi j'aime bien que quand je faisais que dans mon frigo faut qu'il y ait des trucs pour moi, faut pas que les gens ils y touchent. Et donc de fait tout le monde y touche. Bref, et donc je sais pas, on a tous des histoires liées et on est bien d'accord qu'on a commencé à grossir en faisant des régimes. Bien entendu. En fait c'est le point de départ en fait. Carrément. Mais moi j'ai jamais été grosse avant et je ne suis pas née grosse. Mais je vais mourir grosse à cause de mes parents, merci papa, merci maman. Mais et en fait c'est pas la faute de mes parents. Sont tes actes. Oui merci. Non, mais c'est pas la faute de mes parents en fait, c'est la faute
aussi de ce que la société renvoie pour ce que... mes parents voulaient pas aussi que je sois grosse parce que être gros aussi, après, avoir un enfant gros, ils se sont dit, il sera moins adapté, il sera moins... la vie sera moins facile pour lui. Après, je pense qu'ils n'ont pas vraiment pensé ça, mais je pense que toute l'histoire, c'est ça qui s'impose à nous. T'as une fille, j'ai une fille, elles sont toutes les deux minces, on est super contentes et super soulagées. Elle a pris le physique de son père, bordel. Mais oui, mais je suis contente parce que je sais qu'elle sera moins emmerdée que moi. Et j'espère très fort parce que moi j'ai été grosse qu'au lycée. Donc je peux pas dire, là pour l'instant à 8 ans, qu'est-ce que tu veux. Mais ma mère a fait une réflexion en disant, elle a perdu ses petits kilos du confinement, ta fille, c'est bien. Je l'ai regardée, je lui ai dit, jamais tu dis ça à ma fille, jamais quoi. Et je me suis dit, putain, ma mère elle va le faire à ma fille. Ça m'a vraiment angoissée, tu vois. Je me suis dit, putain, je croyais qu'elle avait compris. Elle a pas compris. Moi, ma mère me dit, mais dis donc, ta fille, comment elle est trop bien gaulée, d'où elle vient. Ouais. C'est la fille du facteur. Ah oui. Mais on se demande d'où elle a pris. Hein. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, pour le coup, je ne risque pas de défendre quelques parents que ce soit, ni y compris les miens, hein, mais le truc, c'est que nos parents ne sont pas des générations spontanées, en fait. Ils vivent dans la même société que nous. Donc, en fait, ils ont les mêmes pensées limitantes. Et donc, oui, effectivement, moi, ma mère, quand elle a peur que je devienne grosse, c'est parce qu'elle sait ce que c'est, ça induit, quoi. Ce que ça induit, en fait, comme rejet, comme le fait de ne pas être sur le marché de la bonne meuf, en fait. Mais c'est une histoire de marché aussi, de marché de la séduction, de marché de la performance. Tu vois, toutes les statistiques que je donne depuis tout à l'heure, c'est pour dire, je dis que les gros, ils sont moins bien employés, ils sont moins bien traités. Je vous ai pas encore dit que les gros faisaient 3 ans d'études en moins que les autres. T'as quoi d'autre? Ils sont plus pauvres que les autres. Donc évidemment, ça peut pas être. Évidemment que c'est angoissant pour le. Mais le problème, c'est que. Le problème, c'est qu'on peut pas élever un enfant en lui disant que attention, sois pas un paria, tu vas être un monstre. On peut pas faire ça. Et donc. Mais je pense qu'en fait, en l'élevant dans quelque chose qui dit que la relation à la nourriture est normale, en lui disant pas que c'est pas bien de manger trop de chocolat, c'est pas bien, tu vois, ou c'est pas bien de ressembler à la dame, de fait, l'enfant ne sera pas gros. Bien sûr. Je suis désolée, c'est des je suis désolée, tu es d'accord avec moi. Sauf que 80% des femmes font des régimes au moins une fois par an. Et 80% de femmes ne sont pas en surpoids. Donc, ne sont pas abonnées à elles, donc il y a un problème. Oui, et donc ça veut dire que 80% des femmes, donc ça veut dire que 80% des enfants voient leur mère faire au moins un régime au moins une fois. Ma fille, et donc c'est quelque chose de la pensée normale pour les enfants, pour tout le monde en fait, d'être au régime. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. On disait que nos filles nous avaient vues toutes les deux faire des régimes, et moi c'est là que j'ai arrêté quand elle a commencé à se regarder alors que donc c'est une brindille et qu'elle m'a dit moi aussi je suis trop grosse. Et là je me suis revue avec ma maman et je me suis vue faire probablement mon premier régime vers 10-11 ans et genre ma mère était contente, genre oui c'est bien Caroline, tu prends soin de toi. Oui mais toi tu vas pas dire ça. Mais non justement, et c'est pour ça que notamment non mais c'est ça la différence quand même. Et puis j'ai arrêté de faire des critiques de poids, ah non je mange pas de frites aujourd'hui, ça va me faire grossir. Bah non, je mange les frites. Et puis de toute façon, est-ce que tu as une statistique, est-ce que je te coupe sur les faits, est-ce que les enfants des gros sont gros? Bah non, pas plus que les autres en fait. Mais pas plus que les autres en fait. Mais j'ai pas la statistique, j'avoue. Gabi. Mais ça manque, hein. Vous pouvez partir maintenant. Sauf que voilà, en fait, non, en fait, les enfants des gros sont pas plus gros que les autres. Les enfants des pauvres sont plus gros que les autres. Oui, voilà. Ouais. Oui, mais bon. Et oui. Les enfants des gens qui font des BD. Ils vont très bien, les enfants des gens qui font des BD. Ils vont très très bien. Non, mais c'est vrai que... Ouais. Bref, on va pas parler de ça pendant 13 heures. Je vais juste rajouter quand même. Que c'est le thème de la soirée. Je vais juste rajouter par rapport à ce que vous pouviez réagir face à ces fameuses injonctions, voire même ces stigmatisations. Il y a pas mal de fois dans la bande dessinée où vous balancez des petites punchlines, justement, après la remarque du petit garçon à la galerie qui se plaignait de toutes les femmes grosses dans les tableaux. Toi, Matou, tu réponds on s'en moque. Moi, ma bonne humeur a toujours été proportionnelle à la taille de mon cul. Ouais.
Je suis de très bonne humeur depuis des années. Ça marche super bien. En fait, en vrai, c'est la phrase de ma meilleure amie, ça, que j'aime beaucoup dire. Je lui ai demandé l'autorisation. Il m'a demandé l'autorisation. Trop tard. Et je trouve cette phrase assez juste. Parce que finalement, et c'est ce que je disais l'autre jour, en fait, on s'accepte pas forcément, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux à vivre, etc. Ça ne nous empêche pas de manger, de vivre, d'être heureux. Et voilà. Donc, tu veux dire que nos punchlines étaient super chouettes, c'est ça que tu voulais dire, et moi je te parle pendant 3 heures derrière. Ça ne sert à rien. Je tenais à dire. T'en as une qui était pas mal à un moment, là, quand tu réponds au mec. Mais... non, tu sais, quand tu réponds au mec qui vient en dédicace et qui dit. Je sais plus quoi, puis toi, tu lui dis. Ouais, tu lui dis. Et toi, t'es pas intelligent d'abord? Non, je sais plus trop quoi. Bon, bref, c'est énorme. Lisez le livre. C'est trop bien. Bref. J'ai une dernière question. Le problème que vous illustrez très justement, c'est qu'on a intériorisé justement ces normes-là, ces idées par rapport à notre éducation, par rapport à la publicité, à ce qu'on a pu voir dans les séries, dans les magazines, etc. Est-ce que vous pensez qu'on puisse changer soi-même sa propre perception à son corps? Est-ce que le mouvement body positivity peut aller dans ce sens-là? Non. Et est-ce que écrire ces livres-là, ça a changé quelque chose pour vous? J'ai beaucoup de choses à dire sur le body positive, mais vas-y d'abord. Moi aussi. Moi aussi. Mais d'abord sur est-ce qu'on peut changer la perception que l'on a soit avec son propre corps. Je pense que si on veut aller bien, on n'a pas le choix en fait. Enfin, bah oui, mais c'est tellement énorme. Il faut qu'on fasse un deuxième t-shirt avec ça. Ouais, non, mais on n'a pas le choix même. En vrai, les premières personnes qui doivent déconstruire quelque chose, c'est nous-mêmes en fait. Ouais. Et c'est chaud quand même, c'est chaud, Gaby. Bah ouais, mais c'est chaud, mais en même temps, tu peux pas exiger de l'autre qui se déconstruise si toi tu peux pas déconstruire ton image en fait. Tu vois, on peut pas exiger des gens ce qu'on n'est pas capable de faire pour nous. Ouais, mais on n'a pas tous. Moi, des fois, c'est trop compliqué. Oui, mais sauf que je dis, en fait, je dis pas que tu dois t'aimer, être dans le self-love, etc. Ouais. Mais à partir du moment où on veut aller bien, on n'a pas le choix que de se déconstruire soi. Et d'abord, il faut se déconstruire soi avant de penser l'autre, je pense. Enfin, non, mais c'est sûr. Ça, c'est le premier truc. Donc je pense qu'on peut y arriver, mais à condition de faire un... déjà d'être bienveillant envers soi-même, et aussi à condition d'accepter que peut-être que tous ces complexes qu'on a, etc., qui en vrai sont fabriqués. Enfin, moi, mon endocrinologue, elle m'a toujours dit, Gabrielle, demain vous vivez sur une île déserte, vous en avez rien à foutre de à quoi vous ressemblez. Hein. C'est la palissade pour moi. Enfin, c'est évidemment. Donc voilà, ensuite sur le body positive, alors moi tout ce qui finit en positif, j'ai un peu envie de pleurer quoi, parce que tout ce qui finit en positif, il y a quoi d'autre? Non mais parce qu'en réalité, à l'origine, je trouve que l'origine du mouvement, il est génial, sont des personnes qui étaient en surpoids, des personnes grosses, qui décident en fait de montrer leur corps et de montrer que oui, ce corps-là, il existe. Et que ce corps, il peut être bien, il peut être beau, il peut être performant, etc., etc. Après, moi, tout ce qui est en positif, c'est pour moi de l'injonction, en fait, où on est encore dans l'injonction de devoir se trouver beau. Et il y a un moment où moi, ça me fatigue, tous ces discours qui tournent autour de la beauté, parce que honnêtement, je pense que, pour le coup, quand on parlait tout à l'heure de genre, je pense que le temps que les femmes passent à se demander si elles sont acceptables pour cette société, c'est du temps qu'elles ne passent pas à avoir le pouvoir, en fait, à acquérir le pouvoir. Et donc, moi, je pense qu'en fait, on sera vraiment libre quand on arrêtera de se poser la question de est-ce que je suis plus bonne que la plus bonne de mes copines, quoi. Pour moi, on en est là. Et aussi ce truc de body positive, moi ça m'agace un peu parce que j'ai l'impression que ça m'oblige à me célébrer, mais je suis pas obligée en fait. Je suis pas obligée je suis ni obligée de me trouver bonne ni obligée de me trouver dégueulasse en fait. J'ai aussi le droit d'avoir rien à faire de ce que me renvoie le miroir, et il peut y avoir aussi des jours où j'ai besoin.
je sais pas, typiquement, quand il y a un mec qui me plaît, bah là, ouais, ce jour-là, j'ai envie que lui, il me trouve séduisante et belle mais qu'après, mon facteur ou le mec des impôts, il me trouve belle, je m'en fous, en fait. Et il faut qu'on se libère de, est-ce que j'ai plus de valeur si je suis belle? Enfin, la beauté, c'est pas, je sais pas, pour moi, c'est pas une qualité, c'est pas, ça, ouais, alors évidemment, c'est une plus-value dans notre société et c'est une plus-value dans plein de domaines, mais juste se libérer de cette idée de est-ce que je vais être belle? Enfin, je sais pas, moi, j'ai plutôt envie qu'on se concentre sur d'autres choses, même si je comprends tout à fait qu'il y ait ce besoin de dire moi aussi, mon corps, il peut être désirable, et moi aussi, je peux être égérie d'une marque, je sais pas, je peux être égérie de Adidas ou je sais pas quoi, ok, je suis d'accord. Et en fait, ça devrait être tellement normal que oui, je suis d'accord. Mais tout ce qui finit en positif, pour moi, ça m'angoisse parce que j'ai l'impression que c'est toujours des injonctions supplémentaires. Et surtout que... Pardon. Non, vas-y. Je t'en prie. Si tu réussis pas justement à t'aimer, t'es encore dans l'échec. Mais c'est ça, en fait, c'est encore de la performance. Je voudrais poser à poil dans des photos, me dire je suis super bien avec mes bourrelets, mes vergetures et tout. Je n'y arrive pas, je trouve ça moche et dégueulasse. Donc, je suis même pas capable de faire du body positive. T'es pas performante, quoi. Non, là-dessus encore, je suis nulle, quoi. Alors qu'on me demande même pas de maigrir. Mais moi, je voulais dire que l'image de mon corps, à moi, là, c'est très personnel, a entièrement changé à partir du moment où j'ai fait du rugby. J'ai commencé il y a 7 ans. C'est très anecdotique, mais je pense que c'est très représentatif de ce que ça peut pour certaines filles. Alors, je suis vieille, hein, donc vous pouvez vous y mettre à n'importe quel âge. Mais dans le rugby, par exemple, c'est un sport d'équipe. Et moi, j'avais jamais touché quelqu'un, hormis mon enfant, mon mari. Donc, première étape. Ensuite, dans le rugby, sport d'équipe, sport de copine, sport où si tu supportes pas dans le sens aider ta coéquipière, tu vas crever sur le terrain. Donc finalement, les gros et les minces sont au même niveau ensemble. On n'est jamais jugé parce que le corps des gros, il protège les fines qui vont aller marquer. C'est une espèce d'entraide, on est célébré. En plus, j'étais première ligne, donc c'est vraiment le poste qui va au combat. Et du coup, tu es glorifié. Et ça, jamais dans ma vie, ça m'était arrivé. On prend les douches toutes nues. Donc ça, c'est une sacrée étape à passer aussi. Mais on ne se regarde pas, en fait. Et puis, même si on est grosse, le pilier d'en face, il est gros aussi. Et puis, au bout de 7 ans de rugby, finalement, il y a des muscles qui arrivent et la graisse est chassée. Enfin, il en reste, mais c'est hyper différent. Et l'image du corps change physiquement et mentalement aussi. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc vous n'êtes pas obligé de vous mettre au rugby si on est gros ou quoi. Hein. Mais moi, j'ai donc arrêté de faire des régimes parce que quand j'ai compris, il y a 5 ans seulement, que c'était peine perdue, je me suis mise au sport et je me suis mise à maigrir et mon corps s'est raffermi et je bouffe comme 4. Alors, j'ai pas perdu 20 kilos en 5 ans, j'ai perdu un peu. Pour l'instant, ça me suffit et puis ça continuera comme ça. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête et peut-être juste bouger un peu et faire du rugby. Ouais, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, la sédentarité, c'est plus... les pathologies liées à la sédentarité sont une vraie... c'est un vrai problème de santé publique, la sédentarité, quel que soit le poids des personnes, en fait. Ouais. Aujourd'hui, on ne marche pas assez, on ne se déplace pas assez, on respire mal, on ne monte pas les escaliers, et ça, c'est quel que soit le poids. Et donc voilà, et donc en fait, juste se mouvoir quand on le peut, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de prix en réalité. Ouais. Je crois qu'on est censé faire 20 minutes d'exercice par jour. Ouais, ou marcher 30 minutes. Ou marcher, mais l'exercice, c'est marcher. Ah oui, mais j'entends ça en fait. T'as essayé les 10 000 pas par jour? Ouais. Tu les fais? Bien sûr que non. Quand je bosse, une journée de boulot, prend plus d'une demi-heure en vrai. Ça prend vachement de temps. Ouais. Des fois, moi, quand je faisais vraiment, c'est le soir à 22h, j'allais marcher. Ouais, j'ai encore 5000 pas, tu sais. Ouais. C'est débile. Donc, quand même là, c'était débile. Oui, tu vois, il y a un moment. Mais après, il faut l'adapter à ta vie. 10 000 pas par jour, si tu bosses 10 heures par jour à ton bureau, c'est. Oui, mais là, c'est ça, être sédentaire. Oui. Ouais, mais 30 minutes, c'est pas 10 000 pas. Hein. Non, pas du tout. Ah bah oui. Non, mais c'est ça qu'ils disent. Oui. Les gens, ils disent, la société dit 10 000. Ça dépend, je pense que les influenceuses disent 10 000, mais
Après, tu vois, François Hollande, c'est le premier à avoir parlé de ses nombres de pas. Oui. Il en faisait combien 10 000, justement. Voilà, mais en même temps, son métier, c'est de marcher et de rencontrer des gens. Soi-disant qu'il en faisait 10 000, personne n'allait vérifier non plus. Non, mais en fait, il faut sortir de ça aussi, en vrai. Enfin, tu vois, quand tu dis ça sur le rugby et tout, tu vois, je trouve ça super chouette, non ? Ça me fait peur, je me dis mais moi je fais pas ça, enfin, je fais du sport quand même mais... Oui mais c'est pour ça, t'es pas obligée de faire du rugby. Non mais je me dis merde, je sens l'échec quand tu me dis ça. Non mais je sais que je devrais pas te le dire parce que... Mais non c'est bien. Mais moi je me dis, ah putain, non moi je fais pas de rugby ou tu vois... Non mais... tu fais du sport quand même. Oui je fais du sport mais... Bah alors mais je sais pas. Faut pas se comparer. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai un gros problème. Autre phrase de mon psy. Faut pas se comparer. C'est sa vie, c'est pas ta vie. T'en as rien à faire. Mais tu sais, moi, on m'a toujours dit qu'il fallait, qu'on pouvait être meilleur et tout. Et à côté, il y a toujours quelqu'un de meilleur, en fait. Mais toujours quelqu'un de meilleur et de plus beau et de plus riche. Mais parce que, si tu choisis de regarder ceux qui sont mieux que toi, forcément, tu sors plus de ton lit. Ou ceux que tu estimes vu de l'extérieur. Mais c'est ça, que tu estimes être mieux que toi. Mais en vrai, ça veut rien dire. On sait pas qui sont les gens. Tu sais, si ça se trouve, il y a des meufs que tu estimes plus bonnes que toi et qui sont des perverses, qui tuent des enfants. Super malheureux. Tu vois, non mais des enfants direct quoi. Non mais même là-dedans, elles sont meilleures que toi. Elles tuent mieux les enfants que toi. Putain les salauds. Mais oui, mais écoute, tout le monde fait pas des BD, tout le monde n'a pas combien t'as fait de BD, tu vois, beaucoup moins de Caro, attends, excuse-moi, mais même là-dessus, mais même là-dessus, je suis nulle. Tu vois, moi j'en ai fait 0 de BD, quoi. Ouais, mais t'as fait des super livres. Non, j'en ai fait que. Bah oui, mais il y a un poche, alors c'est pareil. Voilà. Non, mais tu vois, c'est... Je crois que toi, elle a le syndrome de la bonne élève. Ah ouais, mais carrément. Mais non, moi, de l'imposteuse bonne élève. De tous les syndromes à la con, je les ai. Par contre, j'ai un avantage, j'ai tellement peur des ascenseurs que je monte toujours les escaliers. Ah ben, écoute, tous les jours je monte. Ah, tu fais ton sport ? Non, j'ai peur des ascenseurs. Je trouve que c'était une manière de conclure ce sujet. Ce sera le mot de la fin. La conclusion pourrie. Reviens à Merci. Merci à vous trois et bravo pour vos excellents livres. Vous faites vraiment avancer les choses avec ces livres-là et en prenant la parole. Alors bravo, vraiment. Merci pour l'invitation. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.